m'appelle Alain Fischer, je travaille dans cet institut, je suis médecin immunologiste aussi, comme Frédéric Lelotin, un peu généticien, je suis aussi professeur au Collège de France. Donc moi je vais vous parler de la thérapie génique. La thérapie génique est un sujet en pleine évolution, donc je pense qu'il est légitime d'en parler cet après-midi, ce d'autant qu'il s'avère que cet institut, depuis les débuts, la thérapie génique pratiquement a été appliquée et qui est associée aux premiers résultats, aux premiers succès de thérapie génique, et que beaucoup de recherches sont menées aujourd'hui dans cet institut concernant au moins la thérapie génique de maladies héréditaires. Donc qu'est-ce que c'est que la thérapie génique? C'est la thérapie par les gènes. Frédéric Lelotin, je l'ai entendu, vous a beaucoup parlé de gènes. Donc les gènes, ce sont des petits morceaux de l'ADN. Nous avons, il a dit, environ 25 000 gènes, la plupart sous forme de double copie dans notre génome. Et donc il y a des accidents, des mutations. Les mutations provoquent des maladies héréditaires. Maladies héréditaires, il y en a à peu près 7 000, rares, pour certaines exceptionnelles, pour d'autres un peu moins. Pensez à la mucoviscidose ou à la drépanocytose pour les populations originaires d'Afrique, relativement fréquentes. Donc la thérapie génique, ça va consister à utiliser des séquences d'ADN, des petits bouts d'ADN, qui constituent la séquence d'un gène, mais évidemment en utilisant si possible un gène dont la séquence est normale, de telle manière qu'une fois que ce morceau d'ADN aurait été introduit dans les cellules du corps, il puisse rétablir une fonction qui n'est pas opérante. Si c'est la drépanocytose, l'hémoglobine est anormale, donc les patients ont des anémies sévères. Donc si on apporte une copie normale du gène qui est une partie du gène de l'hémoglobine, on doit pouvoir restaurer une fonction normale des globules rouges. Par exemple, c'est un exemple naturellement parmi de nombreux. Donc pour une thérapie génique, ça implique plusieurs choses. Il faut donc apporter dans les cellules une petite séquence d'ADN, mais ça ne suffit pas, à deux titres. Un premier, c'est que pour que cette séquence d'ADN donne naissance à son produit qu'on appelle l'ARN messager, qui lui-même dans le cytoplasme des cellules donne naissance à la protéine, par exemple la chaîne d'hémoglobine dans le cas des thalassémies, il faut un système qui permet de donner l'ordre, entre guillemets, au gène de se transformer en ARN. C'est une biologie moléculaire un peu compliquée dans le principe, mais si donc il faut une séquence supplémentaire, dans le jargon on appelle ça un promoteur, qui permet l'expression, c'est aussi le terme consacré, du gène en ARN messager et donc en protéine. Un gène qui ne s'exprime pas en protéine, il ne sert à rien. Donc il faut, en plus du gène lui-même, la partie codante, qui permet de fabriquer la protéine selon le code classique du génome. Il faut une séquence de promotion. Et ensuite, c'est pas fini, parce que si vous mettez en contact un petit morceau d'ADN avec des cellules, l'ADN ne n'entre pas spontanément dans les cellules. En fait, il est chargé négativement, la cellule est chargée négativement, elle se repousse. C'est une protection d'ailleurs, d'une certaine façon. Donc il faut faire entrer l'ADN dans les cellules. Comment on fait entrer l'ADN dans les cellules? Le plus souvent, il y a plusieurs techniques, je vais rentrer dans le grand détail, mais la technique principale utilisée, c'est utiliser les propriétés naturelles des virus. Les virus sont malins, entre guillemets, pénètrent dans nos cellules, dans les cellules de tous les êtres vivants, et parfois provoquent des infections, parce qu'ensuite leur matériel génétique se réplique dans la cellule, fabrique d'autres particules virales, abîme la cellule, etc., etc. Donc si on utilise le bon côté des virus, c'est-à-dire leur capacité d'entrer dans la cellule, en gros servir de cheval de Troie, on peut arriver à ce que le gène thérapeutique entre dans la cellule, et idéalement, c'est pas idéalement, il faut absolument qu'il aille jusqu'au noyau. Donc, non seulement il faut franchir la membrane qui sépare la cellule du milieu extérieur, quelle qu'elle soit, que ce soit un globule blanc, que ce soit une cellule du système nerveux, peu importe, c'est le même principe. Donc une fois dans le cytoplasme, il faut encore que ce matériel aille dans le noyau, car ce n'est que dans le noyau que le gène pourra donner naissance à la protéine. Donc, il faut tout ça pour réaliser avec succès une thérapie génique. Et il se trouve que grâce au progrès de la recherche scientifique en général, de la recherche fondamentale en particulier, au cours des 70 dernières années, si on fait un grand historique, grâce à la connaissance justement de la biologie des gènes, tout ce que je vous ai schématisé en résumé en une minute, grâce à la connaissance du génome, du séquençage, Frédéric Lelotin vous en a parlé il y a un instant, grâce à une meilleure connaissance des systèmes cellulaires, des cellules souches notamment, qui donnent naissance par exemple aux cellules du sang, les cellules la moelle osseuse, etc. Grâce à une connaissance des maladies, donc c'est énormément de recherches, de milliers de chercheurs de par le monde, on est arrivé à une situation où on peut mettre en pratique ce que je vous ai évoqué d'une façon un tout petit peu théorique entre le gène, le système de transport, le système d'expression. Et à ce jour, si on fait le bilan, on peut dire que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, mais enfin, c'est convenablement rempli maintenant, parce qu'en gros,
après, on va dire, 50 ans de recherche et 20 ans d'essais cliniques un peu sérieux, il y a eu aussi malheureusement des choses moins sérieuses, mais 20 ans de cliniques de bonne science, il y a 12 maladies génétiques, c'est pas énorme, mais au moins ça apporte la preuve de principe que cette thérapie génique peut être efficace. 12 maladies génétiques pour lesquelles la thérapie génique a apporté un bénéfice indiscutable aux patients, je vais vous en évoquer quelques-unes, et donc au milieu avec 20 ans de recul. Il y a 20 ans, nous avons traité des enfants avec des formes très sévères de déficit immunitaire, on appelle parfois des bébés bulles, qui n'est pas un très joli terme, mais enfin, je pense que vous savez à peu près de quoi il s'agit, d'enfants qui n'ont en gros pas de défense immunitaire. Donc en connaissant leur maladie, on a pu corriger leur maladie génétique en introduisant dans les cellules de la moelle osseuse, qui donnent naissance aux globules blancs qui sont malades chez ces patients, la copie normale du gène selon le principe que je viens d'évoquer. Et donc depuis, ce sont au total 12 maladies. Ça représente en nombre de malades, pas encore un très très grand nombre de malades, c'est quelques centaines de malades de par le monde, les enfants, avec des succès qui sont indiscutables. Donc des enfants qui vivent, et qui vivent même normalement grâce à cette thérapeutique, et encore une fois, parfois avec un recul qui maintenant atteint 20 ans, ce qui commence à être assez solide, même s'il faut être toujours prudent avant de parler de guérison. Alors de quelle maladie il s'agit? Alors, il s'agit de 12 maladies génétiques, je dirais un tout petit mot de cancer ensuite. Donc des maladies du système immunitaire, il y en a 3 aujourd'hui, et d'autres pour lesquelles il y a des recherches en cours. 3 maladies du type où donc, les enfants atteints de formes très sévères de déficience dans le contrôle des infections ont vu leur déficit corrigé totalement ou presque totalement par cette technique. À côté de ça, il y a des maladies un peu plus complexes, expliquées, qui sont en fait des maladies où le corps accumule des substances toxiques, notamment dans le cerveau, et qui à petit feu, à bas bruit, détruisent le cerveau. Il y a comme ça 2 maladies qu'on a démontrées compliquées. L'adrénoleucodystrophie et la leucodystrophie métachromatique. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce que sont ces maladies. Mais on peut utiliser la même stratégie, la même que celle qui est utilisée pour les déficits immunitaires, où on prend les cellules de la moelle osseuse, des cellules souches, qu'on connaît à peu près maintenant, et donc au laboratoire, il y a un laboratoire à Necker qui, où cela est possible par exemple, on les infecte, c'est littéralement une infection avec des virus qui ont été rendus évidemment inoffensifs, et une fois cette infection effectuée, on réinjecte les cellules dans le corps et ces cellules savent retourner spontanément, c'est presque magique, il y a des codes moléculaires qui l'expliquent, dans la moelle osseuse et donner naissance. Dans ces cas de ces maladies, ce qui nous intéresse sont des macrophages, des cellules un peu particulières qui sont présentes dans tous nos tissus et qui apportent en fait l'enzyme qui est déficiente dans ces 2 maladies, l'adrénoleucodystrophie et leucodystrophie métachromatique, dans le cerveau et préserve, au moins en partie, le fonctionnement du cerveau des enfants. Il y a eu une des maladies a été traitée à Paris, en partie ici, et l'autre en Italie, et avec un succès indéniable. À côté de cela, il y a aussi une maladie auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est aussi des efforts menés en partie ici, concernant les maladies d'hémoglobine qui sont plus fréquentes, l'état-thalassémie, la drépanocytose surtout, donc ce sont des maladies génétiques de l'hémoglobine, selon le même principe, c'est un peu plus compliqué dans ce cas-là, mais le principe est le même, on apporte le gène, une copie normale du gène d'hémoglobine, dans les cellules souches de la moelle osseuse, ça permet de fabriquer des, entre guillemets, bons globules rouges. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais le principe est celui-là. Et depuis quelques années, quelques dizaines de malades ont été traités à Paris, aux États-Unis, même en Thaïlande, par cette façon de faire. À côté de ce type de traitement, qui est ce qu'on appelle la thérapie génique ex vivo, parce qu'on prélève les cellules du malade, on les modifie au laboratoire, on les réinjecte au malade, vous imaginez avec beaucoup de précautions. Il existe une seconde stratégie de thérapie génique, qui est la thérapie génique in vivo, où cette fois-ci, on injecte le virus qui comporte le gène d'intérêt thérapeutique dans le corps. On peut l'injecter par voie intraveineuse, une simple perfusion, mais aussi, par exemple, pour des maladies du cerveau, par injection par des neurochirurgiens, par chirurgie stéréotaxique. On peut éventuellement songer à l'injecter dans le foie, ou en fait, tout mode d'injection, pourvu qu'il soit approprié par rapport aux maladies traitées. Alors, quelles maladies ont été à ce jour traitées avec un certain succès? Les hémophilies. Hémophilie, vous savez, sont des maladies de la coagulation. Je m'en pensais au Tsarevitch, la famille impériale, qui est mort de l'hémophilie, saignait tout le temps. Aujourd'hui, il y a des traitements qui consistent à injecter le facteur de coagulation qui est muté, qui est anormal chez ces patients. Mais si on pouvait les guérir en un seul traitement, ça serait évidemment beaucoup mieux. Donc là, en utilisant un autre type de virus, qui a un nom qui s'appelle AAV, peu importe, on ne va pas entrer ici dans ces détails, on peut les utiliser assez facilement, ils peuvent être dans toutes les cellules, ces AAV, donc ils ont beaucoup d'avantages.
on apporte une copie normale de soit du gène hémophilie A, qui est la plus fréquente, soit l'hémophilie B. Et ce virus notamment gagne le foie, qui est l'organe dans lequel est physiologiquement fabriqué le facteur de coagulation de l'hémophilie A et de l'hémophilie B. Et ça permet aux malades d'avoir une certaine quantité de facteurs et donc éventuellement de ne plus recevoir d'autres traitements. Et dans les toutes dernières années, des progrès importants ont été accomplis dans cela, permettant d'avoir de façon assez durable, au moins aujourd'hui avec un recul de 4-5 ans, un traitement efficace, et en évitant un des problèmes de la thérapie génique dans certains cas, c'est que le corps réagisse contre la thérapeutique, contre le virus, la neutralise. Il y a certains cas où malheureusement on n'arrive pas à neutraliser cet effet, et là c'est un autre succès qui est aujourd'hui assez médiatique pour une autre raison dont je dirai un mot tout à fait à la fin. C'est une maladie qui s'appelle l'amyotrophie spinale. L'amyotrophie spinale, c'est une maladie neuromusculaire terrible où les jeunes enfants perdent progressivement, mais assez vite dans des formes sévères, leur force musculaire et meurent de l'impossibilité de respirer, le diaphragme est paralysé. Incidemment, c'est un gène qui a été identifié ici par des chercheurs qui sont aujourd'hui à l'Institut Imagine. Et une thérapie génique a été développée, en partie en France, mais surtout aux États-Unis, en utilisant aussi le même type de vecteur dit AAV, un virus qui franchit la barrière entre le corps et le cerveau, c'est la barrière hémato-méningée, ce qui est très intéressant. Et un certain nombre d'enfants ont été traités aux États-Unis avec succès apparemment. Il faudra voir avec le recul ce qui en sera, mais ça ouvre la possibilité de traiter d'autres maladies neuromusculaires. Donc voilà, ce n'est pas une liste exhaustive, mais la plupart des maladies à ce jour traitées, auxquelles il faut ajouter aussi des cancers. Certains types de leucémie ont été traités en utilisant la même stratégie que celle dont j'ai parlé au début, c'est la thérapie génique ex vivo, mais on modifie les globules blancs, spécifiquement les lymphocytes de ces malades, pour les rendre mieux capables de reconnaître et détruire les cellules leucémiques. Ce qu'on appelle les CAR T-cells, peut-être vous avez entendu. C'est donc CAR, ça veut dire en anglais Chimeric Antigen Receptor, c'est notre jargon anglais. Donc ces cellules réinjectées aux malades, parfois, pas toujours, mais parfois, et c'est déjà bien, permettent de guérir des patients atteints de formes réfractaires de leucémie qui ont rechuté, notamment chez les enfants, de leucémie aiguë lymphoblastique, ce qu'on appelle des lymphocytes. Donc ça c'est l'état des lieux. Il faut savoir qu'il y a au-delà de cela, ce qui est déjà pas mal, même si on peut espérer d'autres évolutions, d'autres stratégies. Il y a énormément d'activités de recherche en cours, je l'ai dit, dans cet établissement, et ailleurs aussi, et de par le monde, des centaines d'essais cliniques en cours pour toute une série de maladies, notamment génétiques, des cancers et quelques autres maladies. Il ne faut pas, par contre, imaginer que la thérapie génique va guérir toutes les maladies et va remplacer toute la médecine. Ça n'a aucun sens, évidemment. Il y a des tas de raisons scientifiques, mais aussi d'ordre pratique, qui font que ce n'est pas envisageable. On ne traitera pas la maladie d'Alzheimer par la thérapie génique, même si ça a été écrit récemment dans le journal, mais ce n'est pas exact. On ne traitera probablement pas non plus le même Parkinson, encore là il y a peut-être un petit doute. On ne traitera pas l'infarctus du myocarde par la thérapie génique, je ne pense pas. Mais enfin, pour une série de maladies, encore une fois, en particulier les maladies génétiques, il y a de grands espoirs fondés sur ce qui est déjà acquis. On peut ajouter qu'il y a des nouvelles stratégies que l'on peut envisager. Vous avez probablement entendu parler du système CRISPR-Cas9, qui sont en fait des enzymes d'origine bactérienne qui protègent les bactéries contre des virus. Il y a des chercheurs qui ont découvert de façon fortuite, une recherche fondamentale qui n'a rien à voir a priori avec la thérapie génique, dont une chercheuse française, Emmanuelle Charpentier, qui travaille en Allemagne, ont été capables de développer, en modifiant un peu le système, d'utiliser cette enzyme, Cas9 c'est une enzyme qui coupe l'ADN, et qui coupe l'ADN à un endroit très précis. On peut vraiment agir, ce sont des ciseaux moléculaires qu'on peut faire rentrer dans la cellule par le même principe, et aller faire couper l'ADN, malgré sa grande taille, exactement où on veut. C'est le principe. Donc si on est capable de couper l'ADN, ben, on peut faire des copier-coller, on peut modifier, et donc on peut éventuellement modifier un gène muté pour enlever la mutation. Ça peut paraître la science-fiction, ça n'a pas encore été fait chez les malades, mais c'était fait au laboratoire, c'était fait chez les animaux, donc c'est une recherche active qui a un intérêt. Il y a des essais cliniques en cours. Par exemple, probablement ce qui est moins difficile, en fait, c'est d'éteindre un gène. De temps en temps, c'est intéressant pour traiter certaines maladies d'éteindre un gène qui a telle ou telle propriété biologique. Bref, c'est un domaine en pleine expansion en termes d'activité clinique, je l'ai dit, de recherche, même s'il faut être prudent parfois sur des annonces un peu excessives quant à la réalité de ce qui se passe. Mais cela est évidemment intéressant. Je voudrais terminer juste avec 2 mots d'éthique, au-delà de la science proprement dit. Vous avez sûrement entendu parler de ce que
réalisé un chercheur, entre guillemets chercheur chinois, qui a modifié les embryons pour les rendre, deux jumelles en l'occurrence, pour les rendre résistantes au virus HIV, en utilisant justement ce système de ciseaux moléculaires, mais appliqué sur ce qu'on appelle le zygote, c'est-à-dire l'œuf, la première cellule qui va donner naissance au bébé, donc au stade absolument initial de l'embryon. En théorie, on peut imaginer, comme il l'a fait, pas très bien en l'occurrence, mais on peut imaginer d'utiliser cette stratégie pour faire qu'un embryon qui serait atteint d'une maladie létale ne soit pas atteint d'une maladie létale et naisse, qui est important. Dit comme ça paraît merveilleux, merci. Ouais, il fait chaud, merci. Sauf que cela pose des questions éthiques majeures. D'une part, on ne sait pas très bien faire, mais surtout, l'alternative paraît, compte tenu du fait que cette technique nécessite de toute façon une fécondation in vitro, une sélection d'embryons, de toute façon. On peut aussi, c'est ce qui se fait déjà, ce qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire pour les couples qui sont à risque d'avoir un enfant atteint d'une maladie très très grave. Ce type d'examen se réalise ici, par exemple. On peut simplement, entre guillemets, sélectionner les embryons qui ne portent pas la mutation. Donc pourquoi aller faire des choses compliquées quand on peut faire plus simple? Et aussi, est-ce qu'on peut être absolument, disons, sage si on modifie le patrimoine génétique qui va être transmis à la descendance, à nos enfants, nos petits-enfants et au-delà? Tout petit peu de côté apprenti sorcier. Ceci est strictement interdit aujourd'hui, même si le chercheur chinois l'a fait. De mon point de vue, même si certains ne partagent pas mon point de vue, je pense qu'il est sage que cela reste interdit, que la thérapie génique soit utilisée comme une thérapeutique pour traiter des malades, pas pour faire de la science-fiction, ni d'ailleurs parce que ça pourrait se faire pour doper des sportifs. C'est tout à fait envisageable, c'est pas exclu que ça fasse un jour, malheureusement. Mon tout dernier mot, c'est un petit mot d'alerte, c'est que donc, de nouveaux médicaments ont été produits. Il y a aujourd'hui 6 médicaments de thérapie génique qui sont sur le marché, comme on dit, que les médecins peuvent prescrire, les malades être traités. Et par exemple, le traitement de la neutrophile spinale, c'est aujourd'hui le médicament le plus cher au monde. Son prix est d'un peu plus de 2 millions d'euros pour traiter un malade. Ça pose un problème, évidemment, c'est un prix élevé, et que si ce genre de pratique se généralise, on aura un souci dans notre capacité de pouvoir prendre en charge et faire que les enfants soient traités. Par exemple, la Belgique a une attitude assez stricte sur ces questions. En ce moment, refuse de prendre en charge le traitement d'un enfant qui a une neutrophile spinale, et la famille, ce qui est horrible, est en train de faire une collecte pour essayer d'obtenir de l'argent pour que ce médicament soit donné. Donc il y a là un problème sérieux, qui est qu'on voit apparaître des médicaments, en particulier de thérapie génique, à des prix extraordinairement élevés, de mon point de vue absolument pas justifiés, et donc il y a une nécessité de régulation un peu plus stricte que celle qui est en cours actuellement, pour permettre que ces traitements nouveaux, innovants, qui apportent vraiment des progrès importants, soient accessibles à tout le monde. Je vous remercie. Pas si vous avez tant de questions, si on a... Vous disiez que seulement 12 maladies génétiques ont bénéficié de la thérapie génique, et contre 7000 maladies génétiques rares qui existent. Ouais. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de développer cette thérapie sur plusieurs maladies qui sont faisables? Donc vous voyez le verre, la bouteille à moitié vide, en l'occurrence. Je peux comprendre, hein. Et on a envie que pouvoir traiter toutes les maladies. D'abord, il y a des maladies génétiques qu'on ne pourra pas traiter par thérapie génique. En tous les cas, on n'est pas au point aujourd'hui. Un exemple d'une maladie qui est une des plus fréquentes en France, la mucoviscidose, donc une maladie, vous savez, qui touche les poumons, aussi le pancréas et d'autres parties du corps. C'est très difficile d'envisager le traitement de la mucoviscidose par thérapie génique parce que les cellules qu'il faudrait traiter sont les cellules souches des cellules épithéliales qui bordent tout l'arbre pulmonaire. Il y en a très peu, elles sont difficilement accessibles. Donc, avec les techniques actuelles, on n'y arrivera pas. Donc la première réponse, c'est qu'il y a probablement, je ne sais pas combien, mais quelques milliers de maladies qui sont en tous les cas pas traitées à court terme, peut-être même pas à moyen terme, peut-être même pas à long terme dans la thérapie génique, mais il y a d'autres solutions. Mucoviscidose, il y a des nouveaux traitements très intéressants de l'action chimique. Deuxièmement, on ne peut pas tout faire partout. Chaque projet, pour une maladie donnée, il faut un projet de recherche au laboratoire sur des petites cellules. Après, il faut passer à des modèles animaux. Après, développer des essais cliniques chez l'homme. Ça prend plusieurs années, même si on utilise une technologie qui n'est pas nouvelle. Et à chaque fois, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, pour arriver à traiter... Dans mon domaine, celui des maladies du système immunitaire, on connaît 400 maladies. Il y en a vraiment 100, 150 qui pourraient justifier une thérapie génique. Donc aujourd'hui on en soigne 3, il y a des essais cliniques en cours, des études en cours pour une dizaine d'autres.
Donc théoriquement, ce serait formidable de lancer des recherches sur les 100 autres maladies, mais en pratique, chaque projet minimum coûte plusieurs millions d'euros, minimum. Donc on a une capacité, même à l'échelle mondiale, de disponibilité de chercheurs et d'argent qui fait que les choses avancent moins vite qu'on ne le souhaiterait. Et bon, il faut être réaliste, en même temps elles avancent, et après tout, c'est parfois pas mal de ne pas aller trop vite. Parce qu'en allant un peu trop vite, parce qu'évidemment sous la pression, on a envie, tout le monde a envie, les parents ont envie, et évidemment les médecins, les chercheurs ont envie d'aller vite pour obtenir les résultats attendus. Mais de temps en temps, on fait des erreurs, les choses ne sont pas faites tout à fait comme il faut, ou on a de fausses idées, les hypothèses ne sont pas tout à fait justes, il faut corriger. Donc il vaut mieux corriger alors qu'on n'a pas encore traité trop de malades que beaucoup de malades. Donc, il y a aussi un avantage à aller relativement lentement. Oui, monsieur. Alors j'ai une question sur l'avenir de l'humanité. Ah, oula, rien que ça. J'aimerais revenir sur la thérapie génique. En fait, avec le réchauffement climatique dont on est en train de vivre, on voit des périodes de canicule. Est-ce que la thérapie génique, est-ce qu'il y a dans les gènes, j'ai regardé des gènes qui permettraient d'être plus résistants à la chaleur? Il y a des populations qui vivent aussi des raison. Est-ce que ça peut être une... Alors, vous avez raison sur le plan scientifique, moi, à mon avis, sur le plan pratique. Mais sur le plan scientifique, vous avez parfaitement raison. On a identifié, aussi chez les animaux d'ailleurs, des gènes dont la fonction permet de mieux résister à des températures élevées. Et les populations qui vivent dans les zones qui sont à température plus élevée que les nôtres, plus tempérées, même s'il fait chaud aujourd'hui, ont certaines particularités génétiques qui ont été sélectionnées pour l'évolution humaine, qui apportent un avantage de résistance. Et à contrario, dans les populations, les Inuits, ils ont des systèmes de résistance au froid. Il y a les deux extrêmes. Alors, est-ce qu'on peut envisager d'utiliser ça en thérapie génique? Je ne pense pas. D'abord parce que ça concerne beaucoup de monde. On peut espérer que d'autres mesures soient prises plus efficaces et moins onéreuses, in fine, même si ça coûte cher. Toutes les mesures à prendre sont assez onéreuses. Et aussi, c'est que ce n'est pas un gène. Ce sont des variants, on dit, de toute une série de gènes qui se combinent et qui apportent cet avantage. Donc, contrairement à tout ce dont j'ai parlé, qui était pour modifier un gène, il faudrait agir sur toute une série de régions du génome. Donc, dans la pratique, ce n'est pas possible. Oui, monsieur? Oui, bon. Je voulais savoir si toutes les maladies génétiques sont détectables au niveau embryonnaire. En théorie, oui, sauf que si une famille, s'il n'y a pas d'antécédents dans la famille, il n'y a pas a priori de raison d'aller faire l'examen. Alors, néanmoins, vous posez une question qui est assez délicate, qu'on peut décliner de plusieurs façons. En théorie, je vais faire la science-fiction à mon avis, j'espère qu'on n'y arrivera jamais, même c'est une science-fiction qui peut être relativement simplifiée, c'est que l'ADN du fœtus qui circule dans le sang de la mère. Donc on peut reconstituer la séquence d'un fœtus en étudiant l'ADN qui est présent dans le sang de sa mère, à partir d'un moment de la grossesse relativement tôt, il y en a déjà, et en comparant la séquence du génome du père et de la mère, on peut reconstituer la séquence, ça a été fait déjà, la séquence du fœtus, donc savoir s'il y a des mutations graves. Alors on pourrait se dire, on va se lancer dans un programme, on va séquencer systématiquement l'ADN de tous les fœtus pour détecter les maladies génétiques, donc qui posent des questions financières et surtout éthiques, à mon avis, déraisonnables. Par contre, de mon point de vue, déraisonnable, on ne va pas être d'accord, mais je pense que c'est aller trop loin. Ce qui pourrait être fait, qui n'est malheureusement pas autorisé en France, encore que c'est en discussion du Parlement actuellement, dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, c'est quelque chose de plus raisonnable, c'est de proposer, évidemment pas imposer, à un couple qui a un désir d'enfant, d'étudier pour les maladies génétiques les plus fréquentes, pas toutes, mais les plus fréquentes, savoir s'ils sont, le père et la mère, porteurs d'un allèle muté, donc qui ferait qu'ils soient à risque d'avoir un enfant avec une maladie grave. Ceci a été fait par exemple en Sardaigne, il y a beaucoup de thalassémie, on en parlait tout à l'heure, de façon assez systématique, les populations l'ont accepté, et donc les couples savent qu'ils sont ou non à risque d'avoir un enfant atteint de thalassémie. Et ça a permis de réduire considérablement le nombre de cas de thalassémie en Sardaigne. On peut envisager de l'appliquer à la mucoviscidose, à la drépanocytose, un certain nombre de la neutrophile dont j'ai parlé tout à l'heure. Les maladies les plus graves et les moins rares, il y en a une petite centaine. C'est ce qu'on appelle le diagnostic préconceptionnel. Ça coûte un peu d'argent, mais pas énormément. C'est de la prévention, et je pense que ce serait une très bonne mesure. Aujourd'hui, c'est interdit en France, c'est pas exclu que ça évolue.
soit dans cette révision de loi bioéthique, soit dans la prochaine. Je préférerais que ça soit dans celle-ci. Ça veut dire qu'il y a certaines maladies génétiques qui pourraient disparaître, en fait. Disparaître, non, parce qu'il y aura toujours les néomutations, dont Frédéric Lecas vous parlait tout à l'heure, mais il y en aurait moins. En tout cas, celle-là, il y a 7-8 000 maladies, mais oui, on pourrait, si on peut les faire diminuer le nombre de cas, c'est une bonne chose, parce que je pense que vous devez le deviner, ou pour certains le savoir directement, c'est quand même très douloureux, dur pour les patients et leurs familles d'être atteints d'une maladie génétique. Madame ? J'ai deux questions. La première, c'est suite à la thérapie génique, on opère des modifications et des régularisations sur le métabolisme. Est-ce que par ricochet, il ne peut pas y avoir du coup une création de nouvelles mutations, de nouvelles maladies? C'est une très bonne question. C'est une des difficultés de la thérapie génique, c'est de faire du bien et pas du mal, pour dire des choses simples, puisqu'on touche au génome. Donc en faisant cela, évidemment on cherche à faire le bien, mais on peut aussi modifier le génome, et ce sont des choses qui se sont passées. Donc, par exemple, on a provoqué chez quelques malades un certain type de modification des leucémies. Ça peut être traité, mais... Donc c'est un des soucis de la recherche avant de traiter des malades, c'est d'éviter au maximum ce type de risque. C'est pas une affaire simple, et y compris les nouveaux systèmes de ciseaux moléculaires, de CRISPR-Cas9. Alors on sait qu'ils coupent très très précisément, mais peut-être une fois sur 1 million, on se trompe. Mais en se trompant une fois sur 1 million, peut-être, je dis une fois sur 1 million, c'est un ordre de grandeur, ça pourrait provoquer un événement dans une cellule. Si c'est d'abîmer un gène et que la cellule meurt, c'est pas grave, c'est une cellule parmi des millions. Mais si c'est modifier un gène qui peut favoriser un cancer, c'est un souci. Donc ça fait partie de la recherche. À la fois, il faut trouver des manières d'être efficace et des manières de ne pas être dangereux. C'est jamais complètement simple et jamais tout à fait blanc et noir. C'est un point central de la recherche en thérapie génique. La deuxième question, c'était toujours un peu dans le même style. C'est par rapport à toutes les innovations, tous les progrès qu'on fait et tout ça, et la découverte de maladies rares. À partir de quel moment, maintenant, vous considérez, en tant que chercheur au niveau éthique, qu'un diagnostic prénatal doit être fait et qu'un avortement thérapeutique doit être fait? C'est-à-dire à partir de quel moment on considère qu'une maladie est... Proposé, oui. Voilà. Tout est en dernière étape. Voilà. Après, ce sont les parents qui décident, c'est jamais le médecin. D'accord. Techniquement, lorsqu'un couple a déjà eu un enfant atteint d'une maladie génétique, on peut toujours proposer ce type de diagnostic, en théorie. Après, il y a un aspect éthique important, c'est de considérer la gravité de la maladie et les maladies génétiques bénignes, qui sont vraiment tolérables. L'extrême, c'est le daltonisme, le fait de ne pas avoir les couleurs. C'est une maladie génétique très fréquente d'ailleurs. Je suis sûr qu'il y a des daltoniens dans cette salle. Une maladie grave qui a une chance voilà. d'être soignée par une thérapie génique. Alors là, ça c'est une discussion. Aujourd'hui, il est considéré, à mon avis, c'est raisonnable que même s'il y a une option thérapeutique possible, on peut accepter l'interruption de grossesse, parce qu'il y a quand même une part d'aléa, ce sont des traitements lourds, qui peuvent échouer, non ? Et donc, compte tenu des souffrances passées de la famille, on peut comprendre que la famille demande une interruption de grossesse et dans les faits, dans ce cas-là, elle est acceptée. Voilà. Mais vous voyez que tout à l'heure, j'ai discuté d'aller un peu plus loin, qui est la prévention, la recherche, c'est un peu systématique, de mutation de gènes concernant les maladies rares, les moins rares, si je puis dire, mais graves, évidemment, chez un couple avant une avortement. Monsieur ? Et qu'est-ce qui définit qui définit les maladies qui sont assez graves ou pas assez graves pour faire l'objet d'un diagnostic? Alors, fondamentalement, c'est la loi. Alors, les parlementaires ne sont pas forcément en situation de savoir exactement, mais avant qu'une loi soit votée, il y a beaucoup de consultations avec le monde médical et défini. Il y a une zone grise, hein, surtout qu'une maladie donnée peut être parfois très très sévère, parfois un peu moins sévère, y compris d'ailleurs parfois dans la même famille, donc c'est assez compliqué. Donc, in fine, ça reste dans les cadres qui sont un tout petit peu limites, dans le cadre du dialogue singulier entre le médecin généticien et le couple. Mais fondamentalement, il y a quelques notions de gravité autour de l'espérance de vie, autour de l'importance du handicap, qu'il soit cognitif ou moteur ou autre, qui donnent des cadres. Madame. Est-ce que vous envisagez à l'Institut Imagine
d'appliquer vos thérapies dans des hôpitaux un peu plus éloignés que ceux de Necker. Parce que j'ai été dans votre service pendant un an et on a vu beaucoup de provinciaux, beaucoup de personnes étrangères venir à Necker pour bénéficier des soins, et c'est vrai que ça pourrait aider. Alors, c'est un problème complexe qui n'est pas spécifique de la thérapie génique. Non, là, toutes les maladies. Le problème des maladies rares, c'est vraiment le cas ici, c'est pour savoir diagnostiquer et prendre en charge un patient, un enfant ou un adulte d'ailleurs, atteint d'une maladie rare, il faut avoir une expertise médicale sur cette maladie. Et la seule façon d'acquérir cette expertise, c'est de connaître, de voir, d'étudier et de prendre en charge un nombre important de malades. Donc il faut des centres spécialisés. C'est le cas ici, il y a d'autres centres spécialisés, d'autres maladies ailleurs, mais si on perdait cet acquis, moi quand j'étais interne en médecine il y a 45 ans, c'était balbutiant. Et c'était une perte de chance pour les malades. Donc, évidemment, il y a ceci a des inconvénients, c'est que les familles sont obligées de venir à 100 km, 200 km, 1000 km de là où elles résident, avec tous les problèmes que ça pose, surtout si l'hospitalisation est longue, plein de problèmes d'ordre sociaux, psychologiques, etc. Mais, en termes de qualité des soins et de chance de succès, ça reste indispensable. Oui. Simplement comprendre un petit peu le raisonnement des coûts très très élevés. Ça veut dire quoi? Comment? Les coûts des traitements extrêmement élevés. Eh bien, votre question c'est... C'est quoi les raisons, à votre avis? Alors, je vais essayer d'être objectif parce que c'est un sujet qui me met en colère. Quand le coût si on essaie d'analyser le coût d'un médicament, c'est pas facile parce que l'industrie pharmaceutique ne donne pas d'informations. Reconstituer les choses. Il y a le coût de la recherche, important, qui peut être fait par l'industriel lui-même ou par le monde académique et racheté par l'industriel, en général pas assez cher. Ensuite, il y a le coût de la production des médicaments, qui pour les médicaments chimiques n'est pas très élevé, mais pour les polythérapies géniques est très élevé. Parce que par exemple, produire des grandes quantités de vecteurs ou virus, ça coûte assez cher. Après, il y a des coûts moins nobles, comme le marketing. On peut faire savoir et faire que les médecins utilisent ces médicaments, ça n'est pas négligeable. Et puis il y a un bénéfice qui est parfaitement acceptable. On est dans un système qui fonctionne ainsi et qui en plus est une source de motivation. Donc c'est une somme de tout ça. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas Enfin, on peut faire un certain nombre d'hypothèses, mais on n'a pas de données précises sur l'addition de tout cela. Et puis intervient un autre facteur qui est mis en avant avec une certaine légitimité, mais une légitimité, à mon avis, quand même relative, c'est le bénéfice apporté au malade. D'ailleurs, c'est officiellement ainsi que ça marche. Si vous avez un nouveau traitement qui fait qu'une maladie qui était jusque-là mortelle n'est plus mortelle, c'est un acquis considérable. C'est le cas de la hypertrophie spinale, par exemple. En tous les cas, sur quelques années. Donc, ça justifie en soi que le traitement soit plus onéreux. C'est pas une chose que si vous apportez le 55e médicament anti-hyperlipidémiant avec un gain modeste. Mais cet argument il est relatif parce que sur ce fond-là, sur ce raisonnement-là, on pourrait dire que l'insuline pour les diabétiques devrait être vendue à des prix astronomiques, l'antibiotique qui guérit d'une septicémie mortelle devrait être vendu à un prix astronomique, donc c'est un argument quand même discutable. Voilà, il faut aussi ajouter, il faut le reconnaître, hein, pour un médicament qui arrive sur le marché, qui est vendu, il y en a beaucoup qui s'arrêtent en cours de route, donc il y a eu des dépenses qui n'aboutissent pas. Donc ceci doit être pris en compte. Il faut arriver à prendre en compte tout ça, il y en a même pas mal. Hein. Mais, néanmoins, les chiffres auxquels on arrive aujourd'hui, les Carticel, c'est 400 000 €, la thérapie génique et l'hypertrophie spinale, c'est 2 millions, la bêta-thalassémie, c'est 1 600 000, le site unitaire, c'est 600 000. Ce sont des chiffres qui, à l'évidence, sont au-delà du raisonnable, où la part bénéfice a pris une proportion trop importante. Donc là, il y a la nécessité, à mon avis, d'intervention des autorités réglementaires. C'est pas facile, parce que la France toute seule ne peut rien faire, c'est un marché mondial. Il faudrait au minimum que l'Europe se mette d'accord, par exemple, sur la façon de négocier les prix avec les industriels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Chaque pays négocie pour lui-même des rabais, donc chacun pense qu'il a obtenu un peu plus de rabais que l'autre. Enfin, c'est pas très noble cette affaire, mais c'est quand même un souci. Il y a une institution américaine qui a fait une hypothèse qui est un peu discutable, mais quand même qui fixe l'ordre des ordres de vendeurs, qui est une institution extrêmement sérieuse, qui a estimé que si on avait demain une thérapie génique pour 1% des malades atteints de maladies génétiques, 1%, c'est pas encore, 1% des malades atteints de maladies génétiques, pour un prix moyen de $1 million,
ça doublerait le budget des médicaments américains ou français. Donc quelque chose qui n'est pas tenable. Donc il faut que le système évolue. Alors, il n'est pas tenable, mais j'ai lu un article récemment qui suggérait, par exemple, aux antibiotiques où il n'y a plus de recherche. Ah oui, il y a plus de recherche. On est très embêté avec le risque de germes multirésistance, c'est un problème majeur. Ouais. Donc, ce qui est pas aussi rare que les maladies. L'antibiorésistance, c'est un problème très très sérieux. On est d'accord. Et la suggestion assez radicale, c'était un système à la Netflix, c'est-à-dire que l'autorité paye un abonnement fixe, quel que soit le nombre de personnes traitées. Parce que le problème, au fait, c'est que quand c'est très rare, ou c'est par exemple une infection multirésistante, le traitement va arriver en énième position, donc le volume va être faible, et donc le laboratoire va augmenter le prix. Et donc, puis, par rapport à d'autres pathologies, dont la thérapie génique, c'est plus intéressant pour un laboratoire aujourd'hui de développer une thérapie génique qu'une nouvelle antibiotique. Ça, c'est clair. Bon, il y a peut-être des solutions à cela qui commencent à se mettre en place. C'est de créer des institutions qui produisent ces médicaments sans but lucratif, avec un investissement initial public, éventuellement l'aide de sociétés philanthropiques, d'associations, de fondations, et qu'ensuite le système soit autosoutenable, c'est-à-dire que les médicaments soient vendus juste au prix coûtant, enfin, mais permettant les investissements, etc. Ça existe un tout petit peu, pas assez, pour des médicaments, pour une autre situation où il n'y a pas assez de recherche, qui sont des maladies, des pays pauvres, la peste parasitaire, etc. Ça existe un peu, il y a eu quelques résultats obtenus intéressants. Donc c'est un modèle pas simple à mettre en place, mais qui est un peu envisagé. Ça veut dire que c'est des thérapies qui sont brevetées? Oui, toutes les thérapeutiques, tous les médicaments sont brevetés. Mais ça, c'est indispensable. Cette fois-ci, je prends le point de vue inverse. Si on ne brevette pas les inventions, les découvertes, il y a deux niveaux, il n'y a pas de développement. Parce que l'industriel, et ça, sur ce plan, ça se comprend, s'il n'a pas une forme, à un moment donné, de mainmise sur cette découverte, il est à risque immédiat de concurrence, et donc il développe pas. C'est complètement contre-productif. Ce serait contre-productif, même si moralement, on aurait dit, oui, il ne faut pas faire, c'est pas bien. Mais pratiquement, dans la vraie vie, si on ne fait pas, on arrête tout. Donc, il faut les brevets, simplement, il faut des brevets sur des délais raisonnables. C'est 20 ans actuellement, la protection par le brevet, ce qui est, bon, on peut imaginer dans un brevet. Et d'ailleurs, on peut de temps en temps faire sauter un brevet si c'est une situation problématique, c'est éventuellement envisagé pour des thérapeutiques extrêmement chères, mais je pense que c'est incontournable si on ne veut pas que le système s'écroule. Bon. Dernière question, alors. Est-ce que quelqu'un veut lever la main? Oui, allez-y, madame. Désolée, du coup, est-ce que j'ai vu dans votre exposé que c'est surtout des maladies sanguines liées aux plaquettes qui sont traitées actuellement? Est-ce qu'avec les progrès du génie génétique, notamment CRISPR-Cas9, il y a de nouvelles voies de recherche qui sont? Il est vrai que la thérapie génique s'est d'abord développée concernant les cellules sanguines parce qu'on a un accès aux cellules souches du sang dans la moelle osseuse. Donc c'est un peu moins difficile que pour d'autres systèmes cellulaires, d'autres tissus. Et il y a une certaine efficacité, on l'a vu. Mais j'ai aussi évoqué qu'aujourd'hui, il y a des thérapies géniques qui se développent pour l'hémophilie. J'ai oublié de citer, c'est important, des cécités héréditaires. Il y a des dizaines de maladies où les gens deviennent progressivement aveugles. Et qu'une d'entre elles aujourd'hui, au moins une, il y a des résultats importants, tout à fait convaincants qui ont été obtenus, qui permettent de limiter ou au moins limiter la perte de la vision. Là, c'est un des médicaments qui existent sur le marché, c'est 850 000 $ de traitement, c'est aussi un peu cher, mais enfin, sur le plan médical, c'est un succès. Donc il y a l'amyotrophie spinale, donc aujourd'hui, il y a vraiment une diversification, au moins un certain type de maladie et un certain tissu lié au progrès, pas tellement des vecteurs, enfin un petit peu des vecteurs, ou la logique moléculaire, mais plus sur la capacité de cibler les tissus qu'il faut cibler, donc la rétine pour la maladie de l'œil, le foie pour l'hémophilie, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci.